Alors bonsoir, merci d'être là pour ce deuxième Pompidou Book Club. Il ne vous a pas échappé que le Centre Pompidou était entré dans sa phase de constellation d'expositions, d'événements partout en France et à l'étranger. Et ça, ce sera pour un certain nombre d'années, on va dire jusqu'en 2030 au moins, le temps évidemment de rénover, d'étendre aussi le bâtiment. Et donc effectivement, les collections du Musée national d'art moderne circulent, les événements de débats, de paroles circulent, et de même que de nombreuses activités pour les publics, évidemment avec aussi de grands lieux, notamment le Grand Palais, par exemple, pour l'exposition qui est actuellement en action avec les dessins du cabinet d'art graphique et qui sont visibles actuellement au Grand Palais. Alors dans cette constellation, eh bien, nous on est évidemment heureux de pouvoir faire cette séance irrégulière à la Maison de la Poésie, ce Pompidou Book Club, qui essaye d'articuler à la fois une programmation associée aux événements du Centre Pompidou et en même temps une actualité éditoriale. Et donc, au croisement de ces deux éléments, et je remercie d'emblée la Maison de la Poésie, son directeur Olivier Chaudençon, de cet accueil qu'il nous a fait très chaleureusement pour le Pompidou Book Club, eh bien, on avait l'idée de faire quelque chose autour de l'exposition Kandinsky et la musique, et Angela Lampe est ici à mes côtés, commissaire de l'exposition. Elle va nous en dire deux mots avant pour introduire à la lecture. Et donc, voilà, on était en train de réfléchir à ce qu'on allait pouvoir proposer comme programmation associée. Puis on a eu la surprise de voir arriver ce texte publié aux éditions Verdier. Ce sont les marches de Kandinsky, une traduction nouvelle. Et donc, voilà, c'était une vraie surprise éditoriale. Et puis tout de suite, on s'est dit que voilà, c'était évidemment une très belle occasion de faire le lien entre l'exposition sur Kandinsky et la musique à la Philharmonie de Paris jusqu'au 1er février, donc il nous reste 3 semaines pour aller la voir. Et donc on est évidemment très heureux de pouvoir proposer une lecture des marches de Kandinsky. Et pour évidemment évoquer Kandinsky dans le contexte en plus de l'exposition sur Kandinsky et la musique, eh bien, il fallait une certaine virtuosité. Et on a le bonheur évidemment d'avoir eu l'accord et la pleine participation de Laurent Poitrenaud pour faire cette lecture des marches de Kandinsky. Je ne présenterai pas amplement la carrière de Laurent Poitrenaud, mais je dois dire que voilà, c'est une des plus merveilleuses figures d'acteurs aujourd'hui dans le théâtre, le cinéma, la télévision française aussi. C'est quelqu'un qui est dans tous les registres, qui sait absolument tout faire, et puis qui a beaucoup travaillé avec Ludovic Lagarde, avec de nombreux metteurs en scène, qui a une grande complicité aussi avec Olivier Cadiot. Et donc son spectre de lecture, son spectre d'acteurs, son spectre sur scène est vraiment très très large. Et c'était un grand plaisir, un grand bonheur pour nous qu'il ait accepté de faire la lecture des marches de Kandinsky. Donc voilà pour l'introduction au Pompidou Book Club. Le prochain, ce sera sans doute plus tard au printemps pour la grande exposition Matisse au Grand Palais. Mais là encore, on prépare les choses et c'est un peu trop tôt pour en parler. Mais en attendant, quelques mots donc d'Angela Lampe pour vous introduire et évoquer l'exposition Kandinsky et la musique. Merci. Merci Jean-Max. Donc, oui, voilà l'applaudissement. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, mon nom c'est Angela Lampe, je suis co-commissaire de l'exposition Kandinsky, la musique des couleurs, avec donc Marie-Pauline Martin, la directrice du musée de la Philharmonie. Et donc, c'est une exposition qui s'inscrit dans ce qu'on appelle constellation. Aujourd'hui, c'est un nom qui est un peu difficile à prononcer dans les contextes actuels, mais c'est la constellation, donc la coproduction entre le Centre Pompidou et des institutions en France, à Paris ou même à l'étranger. Voilà, l'exposition, elle montre, comme le titre indique, les liens entre Kandinsky et la musique. Et on essaie de montrer que la musique occupe vraiment une place fondamentale dans le quotidien de Kandinsky, mais aussi dans sa vocation de peintre et dans sa pratique, et notamment vers ce cheminement de l'abstraction. C'est d'ailleurs la première exposition qui aborde ce sujet dans sa globalité et surtout dans une effervescence
sens musical. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de la voir, donc c'est une exposition qui se visite avec une bande sonore, avec un casque géolocalisé pour écouter justement des pièces, des morceaux qui ont été si importants pour Kandinsky. Donc, du début du choc de Wagner, quand Kandinsky écoute Lohengrin à Moscou, la découverte atonale de Schoenberg en 1911 à Munich, ses propres compositions scéniques, ses bunes compositions, une sorte de l'art total, et aussi ça va jusqu'à l'enseignement qui a prodigué au Bauhaus. Et je suis tout particulièrement ravie de la lecture de ce soir parce que du merveilleux texte Les Marches, qui fut fondamental pour notre projet. Donc, il a nourri nos réflexions dès le début et on le cite abondamment dans nos textes salles et nos surcartels développés. Et de façon générale, c'est vraiment une source essentielle pour les chercheurs et chercheuses qui s'intéressent à Kandinsky. C'est donc grâce à cet récit autobiographique que nous connaissons l'importance de la musique pour l'artiste, parce que c'est dans ces textes qu'on entendra plus tard d'ailleurs cet extrait que Kandinsky décrit ses expériences ou plutôt ses apparitions d'une sorte d'épiphanie quand il assiste à l'opéra Lohengrin de Wagner à Moscou. On comprend aussi son amour pour sa ville natale Moscou qu'il écrit par des mots de coloration musicale dans ses textes. Les récits, les marches, n'a pas de chronologie. C'est un texte circulaire, flottant, qui fonctionne par flash de mémoire. On y entre dans l'intimité de l'artiste, dans son enfance, sa famille, sa vie d'étudiant, ses voyages, sa patrie de peintre, et surtout dans le mystère de sa création, en particulier au moment où il cherche de dépasser le mimétisme en art. Et c'est en effet ces contextes-là, la genèse de l'art abstrait, un art sans objet, dans lesquels ce texte s'inscrit. Donc là, je fais un peu une archéologie du texte. Le texte original est écrit en 1913 en allemand, sous le titre Rückblicke, donc traduit par regard sur le passé aujourd'hui, mais le mot signifie littéralement rétrospection, donc voilà l'idée. Rückblicke, voilà, on se tourne, c'est vraiment un mot très concret, mais en même temps très abstrait. Ce texte paraît à la fin d'octobre 1913 à Berlin, aux éditions de la Galerie du Sturm, dans un album intitulé Kandinsky 1901 à 1913. Il comporte alors aussi un poème, une soixantaine de reproductions de ses œuvres et 13 commentaires de tableaux dans lesquels Kandinsky analyse et commente lui-même ses compositions. Donc, ils font, on ne peut pas dire, c'est une sorte de coda de ces textes allemands. Donc, 5 ans plus tard, en 1918, pendant les années russes de Kandinsky, le texte sera traduit par Kandinsky lui-même, remanié également, dû en grande partie du nouveau contexte, c'est la Russie bolchevique. Et il est publié aux éditions ISO du Narkompros, donc le commissariat du peuple et de l'instruction, sous le titre russe Stupeni, qui est traduit aujourd'hui par Catherine Perel, Les Marches. Et c'est cette nouvelle traduction qui vient de paraître aux éditions Verdier qui nous est donnée à entendre ce soir. Là, je ne vais pas entrer dans les différences entre les textes allemands, entre les textes russes, qui ne changent pas complètement le propos ou le sens général du texte, même s'il y a des différences. Je ne vais pas non plus entrer dans les subtilités philologiques de cette nouvelle traduction, qui se veut plus proche de l'original russe. Là, je renvoie au très intéressant, très éclairant postface de Catherine Perel dans les livres Les Marches. Simplement, je tiens encore à vous donner le contexte de la publication initiale en Allemagne en 1913. Donc, c'est un moment où Kandinsky a gagné en autorité. En 1912, il n'a jamais eu autant d'expositions en Allemagne, mais aussi déjà en Europe. Il avait publié Les Cavaliers Bleus, donc l'almanach du Cavalier Bleu, son manifeste du Spiritual Art. Et en 1913, il expose déjà à New York, à Amsterdam, et il bénéficie d'une grande monographie au Sturm, dans cette galerie berlinoise. Mais la critique allemande est cependant hostile et virulente.
Donc on parle de bousillage, d'écribouillage. Donc le grand public ne le comprend pas cette peinture sans objet, cet dépassement de la figuration. Donc l'accueil est vraiment très très froid. La galerie der Sturm, où le marchand Herwart Walden, donc, qui dirige cette galerie, publie alors une pétition de soutien pour Kandinsky. Et dans la foulée, l'album avec notre texte rétrospectif. Et Kandinsky avance lui-même dans ce texte que ses livres jusque-là sont trop théoriques, trop cérébraux, appelant trop à la raison, tout en négligeant l'expérience personnelle et subjective qui est lui si chère. Donc, il ressentait donc un grand besoin de se révéler en publiant un plaidoyer plus accessible, plus sensuel, pour défendre ou légitimer son art abstrait. N'oublions pas que Kandinsky a fait ses études de droit, donc il était en formation de juriste. Mais ces beaux récits, et c'est ça j'aimerais terminer, c'est beaucoup plus qu'un plaidoyer juridique. Hein. C'est pas un plaidoyer, mais surtout c'est un beau récit qui révèle le très grand talent des poètes et des narrateurs de Kandinsky. Et vous pouvez vous faire lui-même donc une idée en écoutant donc Laurent Poitneau qui va nous commencer sa lecture. Merci. Bonsoir. Les premières couleurs à s'être imprimées en moi furent un vert clair éclatant, du blanc, du rouge carmin, du noir et de l'ocre jaune. Ces impressions surgirent dès ma 3e année. Je voyais ces couleurs sur différents objets qui se dressaient devant mes yeux avec une netteté bien moindre que les couleurs elles-mêmes. On taillait en spirale l'écorce de fins morceaux de bâton de sorte que dans la première bande, seule la peau du dessus était enlevée et dans le deuxième, celle du dessous aussi. Ainsi fabriquait-on de petits chevaux tricolores, une rayure marron, étouffante, que je n'appréciais guère et que j'aurais volontiers remplacée par une autre, une rayure verte, que j'aimais particulièrement et qui, même flétrie, gardait quelque chose de fascinant, et une rayure blanche, c'est-à-dire le bois nu, et qui ressemblait à de l'ivoire. Quand il était frais, il était incroyablement odorant, on avait envie de le lécher, mais pour peu qu'on le goûte, il était amer. Pourtant, quand il se flétrissait, il devenait desséché et triste, et cela assombrissait par avance ma joie de ce blanc. Je me souviens que peu avant le départ de mes parents pour l'Italie, où je partis aussi, alors âgé de 3 ans, mes grands-parents maternels déménagèrent dans un nouvel appartement. Et je me souviens qu'il était encore absolument vide, c'est-à-dire qu'il n'y avait dedans ni meubles ni personne. Dans la salle de taille moyenne, il n'y avait qu'une horloge, absolument seule, accrochée au mur. Je me tenais devant elle, moi aussi absolument seul, et je contemplais son cadran blanc, la rose qui était peinte et la profondeur de son rouge ponceau. L'Italie tout entière se teinte de 2 impressions noires. Avec ma mère dans un fiacre noir, je traverse un pont, l'eau en dessous semble d'un jaune sale, on me conduit dans Florence au jardin d'enfants. Et puis encore le noir, les marches d'un escalier plongent dans l'eau noire et sur l'eau une longue barque noire, effrayante, avec une caisse noire en son milieu. Nous montons de nuit dans une gondole. La sœur aînée de ma mère, Elisaveta Ivanovna Tikeva, une âme éclairée que n'oublieront jamais tous ceux qui l'ont croisée lors de sa vie profondément altruiste,
a eu sur mon développement une influence considérable, ineffaçable. C'est elle qui a éveillé mon amour pour la musique, les contes, et plus tard pour la littérature russe et la nature profonde du peuple russe. Un de mes souvenirs d'enfance les plus vifs, liés à Elisaveta Ivanovna, était un petit cheval de plomb venu d'un jeu de petits chevaux qui avait une robe Isabelle. Son corps était ocre et sa crinière et sa queue jaune clair. Quand je suis arrivé à Munich à 30 ans, après avoir tiré un trait sur tout le long travail des années qui avaient précédé, j'ai vu dans la ville, au tout premier jour, exactement le même cheval Isabelle. Il apparaît invariablement chaque année quand on se met à arroser les rues. L'hiver, il disparaît mystérieusement et au printemps, il réapparaît exactement tel qu'il était 1 an auparavant, sans avoir vieilli d'un poil. Il est immortel. Et une promesse presque inconsciente, mais irradiée de soleil, a frémi en moi. Ce cheval avait ressuscité mon petit cheval Isabelle et accroché, tel un baluchon, Munich à mes années d'enfance. Je lui dois le sentiment que j'ai nourri pour cette ville qui est devenue ma 2e maison. Le tramway hippomobile bleu filait dans les rues comme l'incarnation de l'esprit du merveilleux, comme un air bleu qui aurait empli la poitrine d'un souffle léger et heureux. À l'angle des rues, les boîtes aux lettres jaune vif chantaient à tue-tête leurs chansons de canaries. L'inscription « Kunstmühle » me mettait en joie, et j'avais l'impression de vivre dans une ville d'art, et donc dans une ville de contes. Ce sont ces impressions qui furent à la source des tableaux médiévaux que je peignis plus tard. Suivant un conseil avisé, je me rendis à Rothenburg ob der Tauber et je garde un souvenir impérissable des changements sans fin. Il fallut passer du train rapide à l'omnibus, de l'omnibus au minuscule taco d'un chemin de fer local qui avait des rails envahis par les herbes, une locomotive au long cou et à la voix maigrelette, des roues somnolentes qui crissaient et battaient doucement, et un vieux paysan portant un gilet de velours aux gros boutons d'argent en filigrane qui, pour une mystérieuse raison, tenait absolument à me parler de Paris et que je ne comprenais qu'à moitié et encore à grand-peine. Ce fut un voyage extraordinaire, comme un rêve. J'avais l'impression qu'une force prodigieuse, contre toutes les lois de la nature, me poussait de plus en plus bas, siècle après siècle, dans les profondeurs du passé. Je sors de la petite gare, qui semble irréelle, et je traverse un pré où se trouve la vieille porte. Une porte, encore une porte, des douves, des maisons étroites qui, par-dessus les rues étroites, tendent la tête l'une vers l'autre et se regardent dans le fond des yeux, les portes énormes d'une auberge qui ouvre directement sur la salle gigantesque et lugubre, au beau milieu de laquelle s'élève l'escalier lourd, large, tout aussi lugubre, qui monte aux chambres, ma chambre exiguë et la mer immobile des toits en pente couverts de tuiles rouges vifs qui s'offrent à moi depuis la fenêtre. Il a fait mauvais tout le temps. Des gouttes de pluie hautes et rondes tombaient sur ma palette. Vacillante et tremblante, elle se tendait tout à coup les bras, courait l'une vers l'autre, contre toute attente, convergeait soudain pour former de fins filets rusés qui fonçaient avec malice à toute allure entre les couleurs ou bondissaient d'un coup derrière ma manche. Je ne sais pas où sont passées toutes ces études. Le soleil ne s'est montré qu'une seule fois durant cette semaine pour une demi-heure à peine. Et de ce voyage n'est resté qu'un seul tableau que j'ai peint à mon retour à Munich, d'après mes impressions. C'est la vieille ville. Elle est ensoleillée et j'ai peint les toits d'un rouge vif, autant que faire se peut. Au fond, dans ce tableau aussi, j'ai cherché à retrouver le moment qui était et sera toujours le plus merveilleux à Moscou. Le soleil est déjà bas et a atteint la force maximale à laquelle toute la journée il a aspiré, que toute la journée il a attendu.
C'est un tableau qui ne dure pas longtemps. Encore quelques minutes et la lumière du soleil s'empourprera sous l'effort, encore et encore, deviendra d'abord d'un rouge froid, puis de plus en plus chaud. Le soleil fond Moscou en un seul bloc qui sonne comme un tuba et qui étreint l'âme d'une poigne ferme. Non, ce n'est pas l'heure de cette unité rouge qui est la plus belle. Ce n'est que le dernier accord de la symphonie qui développe dans chaque ton la vie suprême, qui fait résonner tout Moscou comme le fortissimo d'un énorme orchestre. Les immeubles roses, mauves, blancs, bleu sombre ou clair, pistache, rouge feu, les églises, chacune comme un champ séparé, l'herbe d'un vert ravageur, les arbres qui bourdonnent tout bas, ou bien la neige chantant selon 1000 modes, ou encore l'allegretto des branches et rameaux nus, l'anneau silencieux, inébranlable, raide, rouge de la muraille du Kremlin, et au-dessus, dominant tout, tel le cri de triomphe d'un Alléluia qui aurait oublié le monde, la silhouette blanche, longue, à la fois élancée et austère du clocher d'Ivan le Grand. Et en haut de son long cou, tendu vers le ciel dans une mélancolie sans fin, la tête dorée de la coupole qui est parmi les étoiles dorées, argentées, colorées des autres dômes qui l'entourent, le soleil de Moscou. Quand j'étais jeune, dépeindre cette heure me semblait le plus grand bonheur du peintre et le plus impossible. Ces impressions revenaient chaque jour où il faisait soleil. C'était une joie qui m'ébranlait jusqu'au tréfonds de l'âme. Et en même temps, c'était un tourment, tout comme l'art en général. Et mes propres forces en particulier me semblaient infiniment faibles en comparaison de la nature. Il a fallu que bien des années passent avant que, à force de sentiments et de réflexions, je finisse par découvrir simplement que les buts, et donc les moyens de la nature et de l'art, sont fondamentalement, intrinsèquement et universellement différents. Et semblablement grand, c'est-à-dire semblablement puissant. Cette découverte qui guide aujourd'hui mon travail est d'une telle simplicité, d'une beauté si évidente, qu'elle a chassé les tourments vains des aspirations vaines qui me gouvernaient alors, même qu'elles étaient inatteignables. Elle mit un terme à ces tortures et la joie de la nature et de l'art s'élevèrent en moi jusqu'à des cimes que rien ne pouvait plus obscurcir. Depuis lors, je peux sans entrave jouir de ces deux parts du monde et à cette jouissance s'est rajouté un sentiment de gratitude. Cette découverte me libéra et m'ouvrit des mondes nouveaux. Tout ce qui était mort frémit et s'anima. Pas seulement les forêts, les étoiles, la lune, les fleurs tant célébrées, mais le mégot dans le cendrier, le gentil bouton blanc qui vous regardait imperturbablement depuis sa flaque d'eau dans la rue, le petit bout d'écorce docile qu'une fourmi tenait dans ses puissantes mandibules et traînait dans l'herbe épaisse pour des motifs inconnus mais importants, le feuillet d'un calendrier accroché au mur vers lequel se tendait une main sûre pour l'arracher brutalement au chaleureux compagnonnage des jours restants. Tout me montrait son visage, son essence, son âme secrète qui le plus souvent demeure silencieuse. C'est également ainsi que prit vie pour moi chaque point au repos et en mouvement, la ligne me révélant son âme. Et ce fut suffisant pour que je comprenne de tout mon être, de tous mes sens, la possibilité et l'existence de l'art que l'on qualifie aujourd'hui d'abstrait, par opposition à objectal. Deux événements ont marqué ma vie de leur sceau. L'exposition des impressionnistes français à Moscou, et en particulier la Meule de foin de Claude Monet, et la représentation au théâtre Bolchoï de Lohengrin de Wagner. Jusque-là, je ne connaissais que la peinture réaliste et qui plus est quasiment exclusivement russe. Et tout à coup, je vis pour la première fois un tableau. Il me semblait que, sans le catalogue, j'aurais été incapable de deviner qu'il s'agissait d'une meule de foin. Ce manque de clarté m'était désagréable. J'avais l'impression qu'un peintre n'avait pas le droit de peindre de façon aussi imprécise.
Confusément, je sentais que dans ce tableau, il n'y avait pas d'objet. Je remarquais cependant, non sans étonnement ni perplexité, que ce tableau avait quelque chose de troublant, de fascinant. Il s'introduisait dans la mémoire et la marquait de façon indélébile. Et soudain, il surgissait à l'improviste devant les yeux dans les moindres détails. Je ne parvenais pas à comprendre quoi que ce soit et je n'étais pas en mesure de tirer de cette expérience des conclusions qui me semblent simples aujourd'hui. Mais ce qui m'a paru avec une totale clarté, c'est la puissance de la palette qui jusque-là m'avait échappé et qui dépassait mes rêves les plus fous. La peinture révélait son charme, ses forces fabuleuses. Pourtant, dans le même temps, dans les profondeurs de l'inconscient, l'objet en tant qu'élément indispensable d'un tableau était discrédité. Bref, j'ai eu l'impression qu'une petite part de ma merveilleuse Moscou vivait déjà sur la toile. En revanche, Lohengrin m'a paru comme l'accomplissement total de ma Moscou féerique. Les violons, les basses profondes et surtout les instruments avant incarnaient, dans la perception que j'en avais, la force de l'heure crépusculaire. Je voyais mentalement toutes mes couleurs se dresser devant mes yeux. Des lignes déchaînées, presque folles, se dessinaient devant moi. Je n'osais quand même pas dire que Wagner avait peint musicalement mon heure. Mais je saisis avec la plus grande clarté que l'art avait une puissance bien plus considérable que ce que je croyais et que par ailleurs, la peinture était capable de montrer les mêmes forces que la musique. Et l'impossibilité dans laquelle je me trouvais de partir moi-même à la recherche de ces forces me causait une grande douleur. Déjà, durant mon enfance, j'avais connu des moments de tension intérieure à la fois heureux et douloureux. Des épisodes d'ébranlement profond, aux élans incertains qui exigeaient avec impériosité quelque chose de confus qui, le jour, serrait le cœur et rendait la respiration superficielle, emplissait l'âme d'inquiétude, et la nuit menait dans un monde de rêves fantastiques, tout autant plein d'horreur que de bonheur. Je me souviens que le dessin et un peu plus tard la peinture m'arrachaient à la réalité, c'est-à-dire qu'ils me transportaient hors du temps et de l'espace, là où je m'oubliais moi-même. Mon père remarqua de bonne heure mon amour de la peinture et quand j'étais encore au lycée me fit donner des cours de dessin. Je me souviens clairement de mon amour pour le matériel lui-même, combien me semblaient attirants, beaux et vivants les pinceaux, les crayons, les couleurs, ma première palette ovale en porcelaine et plus tard les fusains enveloppés dans du papier d'argent. Et l'odeur même de la térébenthine était si envoûtante, sérieuse et sévère, qu'aujourd'hui encore elle me met dans un état particulier qui résonne intensément et qui a pour composant essentiel un sentiment de responsabilité. Les nombreuses leçons que j'ai tirées de mes erreurs vivent en moi jusqu'à présent. Quand j'étais encore un jeune enfant, j'ai peint à l'aquarelle un petit cheval pommelé. Tout était fini, il ne manquait que les sabots. Ma tante, qui m'aidait dans cette tâche, dut s'absenter un moment et me conseilla de ne pas toucher les sabots sans elle, d'attendre son retour. Je restais seul avec mon dessin inachevé, souffrant de ne pas pouvoir mettre les dernières et si simples taches sur le papier. Je me disais que ce n'était pas bien compliqué de dessiner comme il faut des sabots. Je pris autant de peinture noire que je le pus sur mon pinceau. Un instant, et je vis 4 horribles taches noires, étrangères au papier, au pied du cheval. Plus tard, je compris vraiment la peur du noir qu'avaient les impressionnistes. Et plus tard encore, je dus mener une lutte féroce contre ma peur intérieure avant de parvenir à poser sur ma toile du noir pur. Ce genre d'infortune infantine jette une ombre longue, des années plus tard sur la vie qui s'ensuit. Tout récemment encore, j'ai utilisé du noir pur avec un sentiment notablement différent de celui que j'éprouve avec le blanc pur. Depuis le tout début, le seul mot « composition » résonnait en moi comme une prière. Il m'emplissait l'âme de vénération et je souffre
Aujourd'hui encore, quand je vois la légèreté avec laquelle il est souvent traité, quand je peignais des études, je m'accordais une liberté totale, allant même jusqu'à suivre les caprices de ma voix intérieure. Avec ma spatule, je jetais la peinture sur la toile, ou bien je traçais des traits sans vraiment me préoccuper des maisons et des arbres pour faire résonner les couleurs le plus fort que je pouvais. La tombée du soir moscovite chantait en moi, tandis que sous mes yeux se déployait le monde coloré de Munich, dans toute sa gamme puissante, intense, aux ombres grondant dans les profondeurs. Ensuite, surtout sur le chemin du retour, une extrême déception. Mes couleurs me semblaient faibles, plates. Toute mon étude n'était qu'une tentative ratée de transmettre la force de la nature. Comme il me paraissait étrange d'entendre dire que j'exagérais les tons de la nature, que cette outrance rendait mes travaux incompréhensibles et que mon seul salut était d'apprendre à rompre les couleurs. La critique munichoise, qui fut en partie, surtout au début, bienveillante envers moi, expliquait le faste de mes couleurs par des influences byzantines. La critique russe, quant à elle, qui presque sans exception m'agonisait en des termes non parlementaires, trouvait tantôt que j'apportais en Russie les valeurs de l'Europe occidentale, depuis longtemps là-bas dépassées, en les édulcorant, tantôt que je m'étiolais sous l'influence délétère de Munich. Et c'est là que je vis pour la première fois la légèreté, l'ignorance, l'impudence dont font preuve la plupart des critiques. Ainsi, sans doute, s'explique le sang-froid avec lequel les artistes perspicaces accueillent les jugements les plus féroces à leur endroit. Mon goût pour ce qui est caché, dissimulé, m'aida à me préserver des mauvais côtés de l'art populaire que je pus pour la première fois observer dans son milieu naturel et sur son propre terrain lors de mon voyage dans la province de Vologda. Jamais ne s'effaceront de ma mémoire les grandes izbas sculptées à l'étage avec leurs samovars étincelants à la fenêtre. C'est dans ces extraordinaires izbas que je vécus pour la première fois le miracle qui devint ensuite l'un des éléments de mes œuvres. C'est là que j'appris non pas à regarder un tableau de l'extérieur, mais à me mouvoir dedans, à vivre dedans. Je me souviens clairement d'être resté figé sur le seuil à la vue de ce spectacle inattendu. Les tables, les bancs, le poêle énorme et imposant, les armoires, les vaisseliers, tout était peint avec hardiesse d'ornements multicolores. Au mur des loot-box, un chevalier dans une représentation symbolique, une bataille, une chanson illustrée en couleurs. Le coin rouge, tout entier recouvert d'icônes peintes ou d'images imprimées, et devant, une veilleuse rouge suspendue qui brûlait doucement, étoile à la fois fière et modeste, chuchotant mystérieusement, comme si tout au fond elle savait quelque chose, comme si tout au fond elle était vivante. Lorsque j'entrai enfin dans la pièce, la peinture m'entoura et je pénétrai en elle. Dès lors, ce sentiment se mit à vivre en moi inconsciemment, même si je l'avais déjà éprouvé dans des églises à Moscou, en particulier dans les cathédrales de la Dormition et de Saint-Basile le Bienheureux. Au retour de ce voyage, j'en devins particulièrement conscient quand je visitais les églises russes peintes et plus tard les chapelles de Bavière et du Tyrol. Ces émotions prenaient bien sûr intérieurement des couleurs tout à fait différentes puisque les lieux qui en étaient à la source étaient peints si différemment les uns des autres. Églises russes, chapelles catholiques. J'ai souvent fait des croquis de ces ornements qui jamais ne se perdent dans les détails et sont peints avec une telle force que l'objet lui-même s'y dissout. Et cette impression, comme certaines autres, ne parvint jusqu'à ma conscience que bien plus tard. C'est sans doute grâce à ces impressions que prirent corps en moi mes désirs ultérieurs, les buts que j'allais poursuivre dans l'art. Pendant des années, je cherchais les moyens de faire entrer le spectateur dans le tableau afin qu'il puisse s'y mouvoir, s'y dissoudre en s'oubliant. Parfois, j'y parvenais. Je le voyais à l'expression de certains spectateurs. Partant de l'effet inconsciemment intentionnel de la peinture sur l'objet peint qui lui permet de s'autodissoudre, mes capacités à ne pas remarquer l'objet dans le tableau
à l'ignorer pour ainsi dire, s'affirmèrent peu à peu. Bien plus tard, déjà à Munich, dans mon atelier, je fus un jour subjugué par une vision inattendue. Le crépuscule approchait. Je rentrais à la maison après une étude, encore plongé dans mon travail et dans mes rêveries, me demandant comment j'allais devoir procéder, quand je vis soudain devant moi un tableau d'une beauté indescriptible qui brûlait d'un feu intérieur. Je restais interdit, mais aussitôt je me dirigeais d'un pas vif vers ce tableau énigmatique, au sujet totalement incompréhensible, et qui était exclusivement composé de taches de couleur. Et l'énigme trouva sa clé. C'était mon propre tableau, debout contre le mur et posé sur le côté. Ma tentative de retrouver la même impression à la lumière du jour le lendemain ne réussit qu'à demi. Le tableau avait beau être sur le côté, je distinguais les objets qui se trouvaient dessus, sans compter qu'il manquait le fin glacis du crépuscule. Bref, ce jour-là, il m'a paru sans conteste que l'objectalité nuisait à mes tableaux. Il me fallut énormément de temps avant de trouver la réponse à la question « Qu'est-ce qui peut remplacer l'objet ?» Souvent, quand je regarde en arrière, je vois avec désespoir une longue série d'années passées à rechercher une solution. Ma seule consolation est que jamais je ne suis arrivé à employer des formes apparues en moi par la voie de la pensée logique et non pas de la sensibilité. Je ne savais pas concevoir des formes et voir des formes purement cérébrales me fait souffrir. Toutes les formes, à quelque moment que je les ai utilisées, venaient à moi d'elles-mêmes. Tantôt elles se dressaient toutes prêtes devant mes yeux et il ne me restait plus qu'à les copier, tantôt elles se constituaient durant des heures heureuses au cours du travail. Parfois elles refusaient longtemps, avec obstination, de venir et il me fallait attendre avec beaucoup de patience, ou même au fond avec une certaine peur qu'elles mûrissent en moi. Ces maturations intérieures échappent à toute observation. Elles sont mystérieuses et obéissent à des raisons secrètes. Ce n'est pour ainsi dire qu'à la surface de l'âme que l'on perçoit confusément une fermentation intérieure, une tension particulière. Une fermentation intérieure et une tension particulière des forces intérieures, annonçant avec de plus en plus de clarté l'arrivée de l'heure heureuse, qui dure tantôt un instant, tantôt des journées entières. Je crois que ce processus animique de fécondation, de fructification, de travail et d'enfantement correspond totalement au processus physique de fécondation et d'enfantement humain. Peut-être est-ce aussi comme cela que naissent les mondes. Pour autant que je puisse en juger, cette faculté de m'absorber en moi-même ne m'a pas été imposée de l'extérieur. Elle vivait déjà en moi une vie organique, quand bien même à l'état embryonnaire. Et tout à coup, son temps est venu et elle s'est mise à se développer, demandant que je l'aide par des exercices. À l'âge de 13 ou 14 ans, avec mes économies, je me suis acheté un coffret de peinture à l'huile en bois poli. Et jusqu'à présent, l'impression, ou plutôt l'émotion, suscitée par la couleur qui sort du tube, ne me quitte pas. Une pression des doigts et triomphalement, bruyamment, pensivement, rêveusement, méditativement, totalement sérieusement, avec une espièglerie enthousiaste, avec un soupir de soulagement, en retenant un sanglot attristé, avec une obstination et une vigueur arrogante, avec une maîtrise opiniâtre, avec l'incertitude d'un équilibre chancelant, sortent du tube les unes après les autres ces créatures étranges appelées les couleurs, vivantes en elles-mêmes, indépendantes, douées de toutes les qualités nécessaires pour mener ensuite leur propre vie et prêtes à chaque instant à se soumettre à de nouvelles unions, à se mélanger et créer des infinités de mondes nouveaux. Certaines d'entre elles, déjà épuisées, affaiblies, desséchées, gisent là, telles des forces mortes et les souvenirs vivants de possibilités révolues, refusées par le destin.
Comme dans un combat ou une bataille, des forces fraîches sortent des tubes pour prendre la relève des vieilles troupes défuntes. Au milieu de la palette se trouve le monde particulier des restes des couleurs déjà utilisées qui vagabondent sur les toiles dans leur nécessaire incarnation, loin de leur source originelle. C'est un monde surgi des restes des tableaux déjà peints et qui est aussi déterminé et créé par des hasards, par le jeu mystérieux de forces étrangères aux peintres. Je leur dois beaucoup à ces hasards. Ils m'ont appris des choses que nul professeur, nul maître ne m'aurait enseignées. J'ai passé de nombreuses heures à les examiner avec étonnement et amour. Parfois, il me semblait que le pinceau, arrachant avec une volonté implacable de la couleur à ces créatures vivantes, produisait une sonorité musicale. À d'autres moments, je croyais entendre le chuintement des couleurs venant d'être mélangées. Cela ressemblait sans doute à ce que l'on peut éprouver dans le laboratoire secret d'un alchimiste plein de mystères. Il me revient maintenant un épisode de mon passé qui fut à la source de bien des tourments. Quand, comme si j'étais né une seconde fois, j'arrivais à Munich après avoir quitté Moscou, sentant que j'avais laissé derrière moi le travail forcé et me préparant à un travail joyeux, je me heurtais bientôt à une limitation de ma liberté qui, quand bien même de façon provisoire et nouvelle, me réduisit à nouveau à l'esclavage, le travail d'après modèle. Je me retrouvais à l'école de peinture d'Anton Asbe, alors fort célèbre et bondée. 2, 3 modèles posés pour des têtes ou pour des nus. Les élèves venus de différents pays s'amassaient autour de ces phénomènes de la nature, indifférents, qui sentaient mauvais et étaient dépourvus de toute expression et bien souvent aussi de tout caractère et qui étaient payés 50 à 70 Pfennig l'heure. Les élèves s'appliquaient à couvrir le papier ou la toile de traits et de taches en produisant un chuintement léger, et ils s'efforçaient de reproduire le plus précisément possible l'anatomie, la structure et le caractère de ces êtres qui leur demeuraient obstinément étrangers. Ils essayaient par des lignes entrecroisées de marquer la disposition des muscles, par des traits et des plans particuliers, de rendre le modelé des narines, des lèvres, de construire toute la tête selon le principe de la sphère, sans réfléchir le moins du monde, me semblait-il, à l'art. Parfois, le jeu des lignes d'un corps nu m'intéressait au plus haut point. À d'autres moments, il me répugnait. Certaines poses de certains corps produisaient une expression des lignes qui me repoussaient et je devais me faire violence pour les reproduire. J'étais en lutte quasi perpétuelle avec moi-même. Ce n'est que lorsque j'étais dehors que je pouvais enfin respirer librement. Et il n'était pas rare que je cède à la tentation de sécher l'école pour vagabonder avec ma boîte chevalée et m'abandonner à ma façon à la nature dans les faubourgs de la ville, dans ses jardins ou sur les rives de l'Isard. Parfois, je restais à la maison et tentais de mémoire ou d'après une étude ou encore en laissant libre cours à mon imagination qui de temps en temps s'écartait considérablement du modèle de peindre selon mon goût. Quoi qu'il en soit, non sans hésitation, je me considérais obligé d'étudier l'anatomie et je suivis d'ailleurs scrupuleusement des cours pendant 2 années entières. Je notais les cours, dessinais les préparations, respirais l'odeur de cadavres et toujours, mais cela ne restait que semi-conscient, j'éprouvais une étrange impression en entendant parler du rapport direct entre l'anatomie et l'art. Ça me semblait étrange, presque blessant. Mais bientôt, il m'apparut clairement que chaque tête, aussi laide pût-elle sembler au premier abord, était en fait d'une beauté parfaite. La loi naturelle de la construction se révèle de façon totale, sans restriction, en chacune de ces têtes et leur donne cette beauté. Souvent, alors que je me tenais devant une de ces têtes laides, je me disais « comme c'est intelligent ». Il y a précisément quelque chose d'une intelligence infinie qui se manifeste dans chaque détail. Par exemple, n'importe quelle narine suscite en moi un étonnement plein de gratitude, comme le vol d'un canard sauvage, l'attache d'une feuille à sa branche, une grenouille qui nage, le bec d'un pélican. Je compris par la suite que pour cette même raison, ce qui est logiquement laid s'avère beau dans une œuvre d'art. Et pendant encore de longues années, j'ai eu l'impression d'être un singe pris dans un filet.
Les lois organiques de la construction enserraient dans leur réseau de mailles mes intentions, et ce n'est qu'après de grands efforts et de nombreuses tentatives que je parvins à mettre à bas ce mur barrant la voie qui menait à l'art. C'est ainsi que je finis par entrer dans le monde de l'art, de la nature, de la science, des formes politiques, de la morale, avec la conviction précise que chacun de ces mondes est indépendant, régi par des lois indépendantes qui lui sont propres, et qu'en outre, chacun de ces 10 mondes forme, quand il est réuni aux autres, un nouveau monde immense qu'on ne peut que sentir ou pressentir confusément. Ce n'est que progressivement et avec le temps que je saisis la vérité, aussi bien en général que dans l'art en particulier. La vérité n'est pas une inconnue X, c'est-à-dire qu'elle n'est pas éternellement condamnée à n'être qu'en partie connaissable tout en étant une grandeur immuable, mais qu'il s'agit d'une grandeur variable qui se trouve perpétuellement dans un lent mouvement. Elle m'a paru tout à coup semblable à un escargot qui se déplace lentement, paraît à peine avoir changé de place et laisse derrière lui une traînée visqueuse où viennent s'engluer les bonnes âmes affligées de myopie. Là encore, je remarquais ce fait important d'abord dans l'art, et ce n'est qu'ensuite que je constatais que la même loi régit d'autres domaines de la vie. Ce mouvement de la vérité est extrêmement complexe. Le faux devient vrai, le vrai faux, des parties tombent comme une écale de noix que le temps va polir, de sorte que certains vont la prendre pour la noix même, vont lui attribuer la vie de la noix, et pendant qu'il se dispute à son propos, la noix roule plus loin. Une nouvelle vérité semble tomber du ciel, et depuis sa hauteur infinie paraît si nette, si solide et si ferme que certains s'y hissent comme sur une perche de bois, croyant sans réserve que cette fois, ça y est, ils vont atteindre le ciel jusqu'à ce qu'elle se brise et que tous les grimpeurs crédules ne retombent en pluie, tels des grenouilles dans la vase, dans les marais du désespoir. L'homme est souvent semblable à un scarabée que l'on tient par le dos. Il agite ses petites pattes dans une angoisse muette, s'accroche à la moindre paille qu'on lui présente en croyant obstinément que c'est à elle qu'il devra son salut. Pendant ma période d'incroyance, je n'ai cessé de me demander qui me tient par le dos, à qui appartient la main qui approche de moi la paille puis la retire. Ou bien est-ce que je gis sur le dos dans la poussière d'une terre indifférente et que je m'accroche moi-même à toutes les brindilles se trouvant autour de moi? Combien de fois pourtant n'ai-je senti cette main derrière mon dos? Et puis une autre encore qui se posait sur mes yeux en me plongeant dans une nuit obscure alors que le soleil brille. Le développement de l'art, tout comme celui de la connaissance immatérielle, ne consiste pas en de nouvelles découvertes qui élimineraient les anciennes vérités et stigmatiseraient leurs errances. Il est fait de lumières soudaines, jaillissant comme des éclairs, d'explosions similaires au bouquet d'un feu d'artifice qui éclate haut dans le ciel et retombe en essaimant des étoiles multicolores. Ces éclats de lumière éblouissantes font surgir des ténèbres de nouvelles perspectives, de nouvelles vérités qui ne sont cependant fondamentalement rien d'autre que l'évolution organique des vérités précédentes. Et celles-ci ne sont pas détruites par celles qui leur succèdent, mais poursuivent leur route créatrice et nécessaire, comme il incombe à toute vérité et à toute sagesse. Ce n'est pas parce qu'une nouvelle branche a poussé que le tronc n'est plus nécessaire. C'est lui qui permet que vive cette branche. Il part lui-même du tronc originel par lequel tout a commencé. Et la ramification, la croissance, la complexification ultérieure, tout ce qui semble souvent irrémédiablement confus et gêne l'avancée de l'homme ne sont rien d'autre que différentes marches permettant de s'élever jusqu'à la puissante frondaison. Les éléments et les conditions qui, en définitive, constituent l'arbre vert. Il m'est toujours désagréable de m'entendre dire que je veux mettre à bas l'édifice du vieil art. Je n'ai jamais senti que dans mes œuvres étaient détruites les formes déjà existantes de l'art. Je n'ai vraiment clairement vu en elles que son inévitable développement ultérieur, mu par une logique intérieure et une organicité extérieure. Le sentiment de liberté d'autrefois m'est peu à peu
revenus à la conscience. Et ainsi se sont effondrées les unes après les autres les exigences secondaires que j'avais autrefois posées, qui n'avaient rien à voir avec l'essence de l'art. Elles tombent au bénéfice d'une seule et unique nécessité, celle de la vie intérieure de l'œuvre. L'abolition de l'objectalité dans la peinture entraîne, évidemment, de très hautes exigences concernant la capacité de faire l'expérience intérieure d'une forme purement artistique. Cela demande donc de façon inévitable aux spectateurs d'évoluer particulièrement dans cette direction. Ainsi sont réunies les conditions créant une nouvelle atmosphère qui, à son tour, beaucoup plus tard, permettra l'apparition d'un art pur, apparaissant aujourd'hui avec un charme indescriptible dans des rêves qui nous échappent. Avec le temps, j'ai compris que ma tolérance envers les œuvres des autres, qui à peu progressé, non seulement ne me nuisait pas, mais qu'elle était même entièrement bénéfique à mes aspirations personnelles. C'est pourquoi je voudrais tout à la fois émettre des réserves et développer l'expression consacrée selon laquelle l'artiste doit être partial, en disant l'artiste doit être partial dans son œuvre. La capacité de faire l'expérience des œuvres d'autrui, ce que bien entendu chacun fait et doit faire à sa façon, rend l'âme plus réceptive, plus apte à entrer en vibration, et par là elle devient plus riche, plus large, plus aiguisée, plus à même d'atteindre ses buts. L'expérience des œuvres des autres ressemble au sens large à celle de la nature, et l'artiste n'est ni aveugle ni sourd. Au contraire, c'est avec un cœur encore plus joyeux, une ardeur encore plus grande, qu'il retourne à son travail, en voyant que d'autres possibilités, et elles sont innombrables, sont utilisées à bon escient, ou plus ou moins bon escient, dans l'art. En ce qui me concerne, je peux aimer n'importe quelle forme tant qu'elle a été créée avec nécessité par l'esprit. Et je hais toutes celles qui ne le sont pas. Il me semble que la philosophie future, outre l'essence des œuvres, étudiera avec une attention particulière leur esprit. Alors se condensera encore l'atmosphère qui rendra les hommes plus aptes à percevoir l'esprit des œuvres, à l'éprouver, ne serait-ce qu'inconsciemment, comme on éprouve aujourd'hui encore inconsciemment de façon extérieure certaines œuvres, ce qui explique l'engouement dont bénéficie l'art objectal. Cette atmosphère constitue la condition nécessaire pour que l'homme fasse d'abord l'expérience du spirituel dans les œuvres matérielles, puis dans les œuvres abstraites. Et c'est grâce à cette nouvelle capacité qui sera placée sous le signe de l'esprit que naîtra le plaisir de l'art abstrait, de l'art absolu. Après notre voyage en Italie, dont j'ai déjà parlé, puis notre bref séjour à Moscou, quand j'avais 5 ans, mes parents et Elisaveta Ivanovna Tikeva, à laquelle je suis si redevable, durent partir à cause de la santé de mon père dans le sud à Odessa, qui était une ville encore très peu développée. Et c'est là que plus tard j'allais au lycée, sans cesser de sentir que je n'étais qu'un hôte de passage dans cette ville étrangère à ma famille. Même la langue nous étonnait et nous semblait parfois incompréhensible. L'envie de rentrer à Moscou ne nous lâchait pas. À partir de 13 ans, j'y allais chaque été avec mon père et à 18 ans, je retournais m'y installer avec le sentiment de retrouver ma patrie. Mon père est originaire de Nertchinsk, où, selon le récit familial, ses ancêtres qui vivaient en Sibérie occidentale avaient été exilés pour raisons politiques. Il fit ses études à Moscou, qu'il aima tout autant que sa ville d'origine. Son âme profondément humaine sut comprendre l'esprit moscovite qui se manifeste avec une vivacité sans pareille dans le moindre détail. C'est pour moi un véritable plaisir de l'entendre, par exemple, énumérer avec une délectation particulière les noms anciens et pleins de saveur des 40 fois 40 églises de Moscou. Il possède sans aucun doute d'authentiques dispositions artistiques. Il aime beaucoup la peinture. Et dans sa jeunesse, il dessinait, ce qu'il évoque toujours avec plaisir. Quand j'étais petit, il me faisait souvent des dessins. Et aujourd'hui encore, je me souviens de son trait délicat, tendre et expressif, qui ressemble tant à sa figure élégante, et de ses mains étonnamment belles.
L'un de ses plaisirs favoris a toujours été de visiter des expositions où il regarde longuement et attentivement les tableaux. Il ne juge pas ce qui lui échappe, mais il s'efforce de le comprendre, interrogeant tous ceux chez qui il espère trouver une réponse. Ma mère est moscovite et réunit toutes les qualités qui constituent selon moi l'essence même de Moscou. Une beauté remarquable, austère et sévère, une simplicité racée, une énergie inépuisable, un mélange de nervosité, de calme majestueux et de retenue où cohabitent traditionnalisme et authentique liberté. Moscou. Dualité, complexité, mobilité à son comble, entrechoc et confusion de différents éléments extérieurs qui finissent par donner à la ville une physionomie extrêmement singulière. Sa vie intérieure, qui a les mêmes caractéristiques, déroute l'observateur étranger. C'est pourquoi les gens venus d'autres pays ont sur Moscou toutes sortes d'opinions contradictoires. Mais pourtant, elle constitue, elle aussi, une vie à la fois unique et originale. Cette Moscou extérieure et intérieure, je la considère comme le point de départ de mes recherches. C'est mon diapason pictural. J'ai l'impression qu'il en a toujours été ainsi et que grâce aux moyens formels extérieurs, acquis avec le temps, j'ai peint toujours le même modèle et que j'ai seulement perfectionné ma forme pour aller vers plus de substance et plus d'expressivité. Les écarts que j'ai faits sur cette route, qui s'avère pourtant droite, ne m'ont au bout du compte pas été préjudiciables, et les différents temps morts durant lesquels je me suis senti à bout de force et où j'ai parfois cru ne plus jamais pouvoir travailler, ne furent souvent que l'occasion de prendre de l'élan et de rassembler mes forces intérieures, de gravir une nouvelle marche qui rendit possible le pas suivant. Merci.